Le coup d'État au Niger a pris la France de court. En réaction, Emmanuel Macron a réuni ce samedi un conseil de défense. Résultat, les aides financières pour ce pays sont suspendues et condamnation du pouvoir autoproclamé. L'influence de notre pays dans cette région d'Afrique subsaharienne s'amenuise à grands pas. Récemment, la France s'est retirée du Mali sous la pression de la junte de Bamako. 1500 militaires sont actuellement déployés au Niger où les manifestants ont scandé devant l'ambassade de France, je cite, « On veut la Russie ». Au Burkina Faso, au Tchad, partout la France est raillée alors qu'elle investit énormément d'argent. Nous posons donc logiquement cette question. La France doit-elle se désengager de l'Afrique subsaharienne? Oui, et nous recevons pour en parler Jean-Claude Chikaya, qui est chercheur à l'IPSE en géopolitique, en sociologie, en psychosociologie. Et on sera aussi avec Jean-Joseph Boileau, chercheur à l'IRIS et co-auteur de l'Afrique pour les nuls. Il connaît bien le Niger, évidemment, et le président actuel, Bazoum. Mais on commence avec vous, Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, Jean-Claude Chikaya. Alors Jean-Claude, je vais vous poser la question basique qu'on pose à nos auditeurs sur Twitter. La France doit-elle se désengager de l'Afrique subsaharienne selon vous? Ça serait une décision un petit peu hâtive, même si elle se pose avec une certaine acuité, notamment sur le plan militaire. Si la junte au pouvoir depuis quelques jours, si elle se maintient au pouvoir, étant donné que les 1500 militaires français sont sous le commandement depuis quelques mois, voire donc maintenant un peu plus d'un an, sous le commandement nigérien, donc du pouvoir démocratique qui était là encore il y a quelques jours. Donc je vois mal donc le président Macron maintenir les 1500 militaires sous un commandement d'un pouvoir qui n'est pas reconnu sur le plan national, en parlant de la France. Est-ce qu'ils sont concrètement en danger, oui. Nos 1500 militaires là-bas? Est-ce qu'il y a risque? A priori non, parce que cette rébellion, cette junte n'est pas suffisamment armée. Alors, suffisamment armée, c'est l'armée, et d'ailleurs, les élites. Sauf qu'il faut essayer quand même de circonscrire, même si malheureusement ça a passé le Rubicon pour beaucoup, de dire que le rejet de la France, c'est pas le rejet des Français, mais le rejet de la France politique sur le plan de la France-Afrique, et ça ne date pas d'aujourd'hui, mais de plusieurs décennies. Donc beaucoup des auditeurs peuvent penser que c'est quelque chose qui est une éruption qui viendrait comme ça avec un élan xénophobe d'1,2 milliard de tous les Africains ou des 25 millions de Nigériens. Tous les Nigériens n'étaient pas devant l'ambassade de France, même s'il y en avait des milliers. Il y avait une part de provocation. Oui, une vraie violence en plus. Hein. Une vraie violence, et pour certains, il y avait malheureusement des élans xénophobes, et ce que j'ai du mal à comprendre, même si l'analyse démontre que malheureusement certains ont pris l'option intellectuelle et politique de vouloir entre guillemets une autre tutelle, même si le côté moderne des temps que nous vivons aujourd'hui, c'est la fin de toutes les tutelles, donc de la France-Afrique, de revoir tous les rapports entre la France et l'Afrique, ce symbole, mais d'aller de crier donc à bas l'impérialisme et se mettre sous la tutelle d'un impérialiste comme Poutine, et en plus d'applaudir des mercenaires qui se payent sur la dette, si je puis dire, sur le plan des trésors, du trésor public, des mercenaires sanguinaires et les rois de la prédation. Donc là, on est dans un moment paroxystique, surtout que celui qui a pris le pouvoir et qui présidait la garde présidentielle, a un bilan mêlé et associé dans le combat contre le djihadisme. Contre le djihadisme, qui est la finalité. Voilà, il ne peut pas accuser la France ou son propre président comme seul responsable des insuffisances ou voire des victoires. Donc c'est vraiment une mission mêlée et associée. Donc là, il y a d'ailleurs dans les griefs qui sont adressés au président Bazoum par son chef de camp, mais Abdourahmane Tchiani, donc qui s'est autoproclamé au pouvoir. Qui était là d'ailleurs avec le président
qui était là juste avant lui. Mais le Niger n'est pas son premier coup d'État. Il y en a eu un après les crises politiques en 87, en 99, en 2010. Donc on voit bien malheureusement que le Niger n'a pas retrouvé sa stabilité. Monsieur Bazoum avait déjà connu dans son élection, contrasté d'ailleurs, comme celui qui succède M. Issoufou. Donc évidemment, Jean-Claude Chikaya, effectivement. Juste pour dire qu'il avait quelques résultats, et je trouve que le bilan qu'on lui adresse de manière trop acerbe et rapide, il est au pouvoir que depuis 2 ans. Merci Jean-Claude Chikaya, merci pour cet éclairage sur le Niger. On va maintenant rentrer, on vous libère, on va maintenant rentrer sur notre question. Donc plus généralement, il n'y a pas que le Niger, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso. Nous allons en parler avec Jean-Joseph Boileau, chercheur à l'IRIS. Mais avant, un tour de table de nos vraies voix, Judith. Bien sûr, Jean-Marc Governatori, sur cette fin des tutelles que vient d'évoquer Jean-Claude Chikaya et la fin de ce France-Afrique, justement, avec la mise sous tutelle, bizarrement, c'est-à-dire qu'ils refusent une tutelle et ils se mettent sous tutelle d'un impérialisme bien plus qui est complètement lâché, qui n'a pas forcément de contraintes comme nous on peut en connaître en Europe. Ça n'a pas vraiment de sens finalement ce positionnement du peuple au Niger. J'ai eu l'honneur de faire une conférence à l'ONU à Genève le 27 mars 2023. J'expliquais donc le fait qu'on avait en fait 200 000 années d'humanisation selon les paléontologues. L'Homo sapiens c'est 200 000 ans et en fait on est encore largement inachevé. Et il y a des sujets en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique, où vous n'avez que des moins mauvaises solutions à choisir. Et là, on est face à une moins mauvaise solution. Donc, à partir du moment où, quelque part, un État est souverain, donc, si malheureusement cette junte a pris le pouvoir de façon illégale, et si le peuple veut qu'on reste, il faudrait qu'on reste. Maintenant, il faut savoir qu'il y a 800 civils et 1500 militaires, quel serait leur prix à payer. Donc, c'est une question où il n'y a que des mauvaises réponses. Madi Seydi, c'est le peuple qui doit décider ? Oui, moi, je reste convaincu qu'il appartient au peuple de choisir, quand bien même il fait des mauvais choix, et Dieu sait que ça peut arriver, mais je crois que le peuple reste souverain sur ce qu'il souhaite. En revanche, ce qui est important de souligner, c'est le recul qu'a la France depuis quelques années. Et plus encore là, ces 7-10 dernières années. Alors le sentiment anti-français a toujours un petit peu existé, vestige de la colonisation ou pas, mais en Afrique de l'Ouest, c'était toujours quand même des rapports cordiaux avec la France qu'on regardait comme l'ancien colon, néanmoins qu'on aime bien, avec lequel on a de bonnes relations. Mais il faut dire que ces 7-10 dernières années, il y a un vrai sentiment anti-français. Au Mali, mais pas que, je parle du Sénégal que je connais mieux. C'est à cause de la Russie, comment ça se fait ? Non, pas forcément de la Russie. Je pense que c'est le rapport que nous, Français, nous avons entretenu avec l'immigration, mais aussi ce que j'entends souvent au Sénégal, c'est le côté condescendant qu'on a à leur égard. C'est comment on joue les coudes économiquement. Il y a quelques années, il y a eu un développement, notamment au Sénégal, de certains mouvements. Il y avait En a marre, il y a eu Frappe, il y a eu France Dégage. Et petit à petit, ça a monté. Et il y a aussi une connivence que les locaux dénonce, une connivence de la France avec le pouvoir local et souvent avec les dictatures locales qui font qu'il y a un certain rejet. Alors peut-être un premier éclairage avec Jean-Joseph Boileau. Merci Jean-Joseph Boileau d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IRIS par rapport justement à ce que dit Madi Seydi. Où en est finalement cette cote d'amour, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, entre la France et ceux qu'on a appelés ses alliés, ses partenaires africains? Alors, il faut distinguer la France, les Français et les régimes politiques. Absolument. Pour bien connaître Niamey, puisque mon co-auteur est là-bas, j'y passe régulièrement, je connais Bazoum personnellement. En Afrique, on adore la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour ses valeurs universelles. Vous voyez, bon. Et par contre, ce qu'on montre là-bas, en général, c'est qu'il y a précisément 2 France. Il y a une sorte de figure de Janus. La France qui les soumet depuis 1890. La France qui entretient, vous l'avez bien dit, madame, c'est tout à fait exact, des relations incestueuses avec les autorités, et notamment qui invite ses enfants à aller à l'école française, dans les grands lycées parisiens. Il n'y a pas un leader de ces régimes dont les enfants ne sont pas installés à Paris. D'accord ? Cette France-là, ils la haïssent. Troisièmement, la question russe ne se pose pas. Ce n'est pas une question de coup d'État pro-russe, etc., mais simplement d'une
tradition, dans la géopolitique, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Et donc, ce qui est en train de se passer dans ces pays, c'est que pour s'affranchir de la tutelle néocoloniale française, si je peux me permettre, la France a quand même organisé 45 coups d'État dans les anciennes colonies, ça fait beaucoup. En général, les militaires qui sont arrivés au pouvoir sont allés se former à Moscou. Et donc, beaucoup de militaires, effectivement, parlent le russe. Et donc, pour eux, si vous voulez, la question russe ne se pose pas en termes de Poutine, pas Poutine, c'est qu'est-ce qui peut, moi, me donner une relative marge de manœuvre avec la France. Dernière chose, la France, c'est pesant quand vous êtes à Niamey, mais surtout aux alentours de Niamey, c'est extrêmement pesant. Il n'y a pas une épicerie, par exemple, en libre-service, où vous n'avez pas des tas de produits français. Il n'y a pas un produit local. Vous avez la vache qui rit, le beurre ceci. La France a imposé, vous voyez, une drôle de situation où, en échange de la protection des régimes qu'elle aidait à mettre en place, eh bien, elle avait des relations économiques totalement absurdes qui tuaient l'agriculture locale. Vous vous rendez compte, nous achetions avec la famille de mon co-auteur des poulets de Bresse, alors qu'à 20 km de Niamey, vous avez des fermes qui produisent des poulets. Simplement, c'est des poulets peut-être un peu plus durs. Et puis, c'est des poulets qui sont plus chers parce que les poulets français sont subventionnés par l'Union européenne et vous achetez un poulet 1 euro pièce. Donc c'est assez compliqué et il faut apaiser les choses. Il faut les apaiser. Et on ne va pas s'en sortir si on rentre dans une logique de confrontation. Les apaiser, c'est exactement ce qu'a dit... On y revient, Jean-Joseph Boilon. On fait le tour et on revient vers vous. Oui, justement. Alors William T, quand on écoute Jean-Luc qui nous dit que finalement Jean-Joseph, que l'association avec les Russes en Afrique en ce moment, c'est les ennemis de mes ennemis sont mes amis, que finalement c'est une marge de valeur pour peser dans la balance. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est des actes déterminés? Il y a une incertitude sur la question du Niger. À l'heure actuelle, il y a plus de chances qu'on retombe sur une situation de guerre froide. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pouvoir et que vous avez des sanctions éventuelles de la part d'un camp, vous vous tournez vers l'autre camp afin de bénéficier d'un soutien politique et surtout financier. L'enjeu pour les putschistes au Niger, c'est de sécuriser la situation. Ils ne sont pas actuellement maîtres du pays. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du soutien des élites locales, ils ont besoin de maintenir l'ordre sur le plan militaire et sur le plan civil, et donc ils ont besoin de ressources pour pouvoir maintenir l'ordre. Or, s'ils ont des sanctions occidentales, notamment que la France coupe l'aide au développement, que l'Union européenne le fait également. Oui, et que Joseph Borrell a annoncé. Exactement. Il faut savoir que ça s'élève à 183 millions d'euros, plus l'assistance technique, 37 millions d'euros, rien que de l'Union européenne pour le Niger. Exactement. Donc il y a forcément quelqu'un qui doit combler ces ressources. Il n'y a que 2 pays capables de le faire, soit c'est la Russie, soit c'est la Chine. Donc je pense que ce n'est pas une question idéologique. Pays qui sont déjà présents là-bas. Qui sont déjà présents là-bas. Donc c'est une question d'opportunisme pur. La question essentielle, c'est quelle stratégie nous on veut mener? Est-ce qu'on se dit que c'est rentable, et d'un point de vue valeur, d'un point de vue économie, d'un point de vue stratégique, de maintenir notre présence là-bas? Moi, je pense que ça l'est pour ces 3 raisons. D'un point de vue stratégique, on sait qu'à long terme, les États-Unis vont se retirer de la zone. Ils ont fait ce qu'on appelle le pivot américain, donc ils vont se concentrer sur l'Indo-Pacifique et la Chine. C'est-à-dire, qui est le seul pays qui vont concurrencer la France en Afrique? Ça va être soit la France, soit les Russes. Avec ce qui se passe en Russie dernièrement, et notamment l'invasion de l'Europe de l'Est et donc du coup de l'Ukraine, je ne suis pas sûr qu'on veuille que l'Afrique devienne sous le giron russe. Quand vous dites la France, il y a aussi l'Union européenne quand même. Oui, mais pour l'instant, il n'y a que nous. Par exemple, il y a des militaires allemands au Niger. Oui, mais c'est nous qui prenons tous les risques pour l'instant, malheureusement. D'un point de vue économique, on a besoin d'un partenariat avec l'Afrique, notamment en termes de matières premières, de gaz, etc., pour ne pas être dépendant des pays du Golfe et de l'Europe de l'Est. Et de la Russie. Et de la Russie, tout à fait. Et d'un point de vue des valeurs, est-ce que vous voulez que d'un point de vue développement, ils se tournent toujours vers la francophonie et vers notre idéal qui est porté depuis la Révolution française, qui a une vocation universelle, ou est-ce que vous voulez que ces pays se tournent davantage vers la Russie et la Chine, qui n'ont pas forcément des tendances démocratiques, alors que le premier sujet que nous avons abordé, c'est la démocratie en Afrique? Jean-Joseph Boilot, peut-être réaction à ce que vient de dire William T? Est-ce que ça pèse dans la balance les droits de l'homme? Excusez-moi, mais j'aime beaucoup ce radio pour cette raison-là, donc on va dialoguer. C'est mais fait pour, vous avez raison. Ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il vient de décrire, notre interlocuteur? William T. Il vient de décrire les trois mauvaises raisons pour lesquelles les Nigériens, et notamment la jeunesse nigérienne, ne veulent plus entendre parler de l'armée française. C'est-à-dire, ils ne sont pas idiots, ces gens-là. Ils se rendent compte qu'effectivement, nous jouons un jeu stratégique, mais pas pour les aider eux.
pour les intérêts français et occidentaux. Deuxièmement, sur le plan économique, le Niger, c'est un scandale géologique. C'est un des pays les plus riches de la planète, de l'or, bien sûr de l'uranium, etc. Et quand vous êtes au Niger, qu'est-ce que vous allez voir dans les villages? Des gens qui n'ont pas un centime de récupération de ces richesses. Et troisièmement, sur les valeurs, bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une admiration pour ces valeurs françaises, mais toute la politique française, et notamment avec De Gaulle, bien sûr, on le sait, mais ça s'est ensuite reproduit avec Mitterrand, etc. C'est en permanence du Richelieu, c'est-à-dire les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc nous avons joué en permanence un camp contre un autre. Mais surtout, quand je dis un camp, c'est pas des camps politiques. Le Niger est une construction totalement artificielle. 1 200 000 mètres carrés, d'accord, 2 fois la France, avec à l'indépendance quelques millions d'habitants, mais surtout des tribus, des ethnies, des Haoussa, etc. Et nous avons joué en permanence à diviser pour mieux régner, ce que les Britanniques ont fait en Inde, on le sait bien, ce qui a produit cette haine de la Grande-Bretagne. Donc non, les 3 bonnes raisons pour lesquelles il faut absolument que la France reste dans cette région, d'accord? Et j'ai pas dit l'armée française. Oui, je dis la France, la coopération économique, notamment. 3 domaines clés. Premièrement, il faut que ces pays, et ils le recherchent depuis l'indépendance, développent leur propre économie de façon endogène. Et donc, il y a des centaines de projets. Mais l'aide que vous appelez du développement, l'aide au développement de l'Agence française de développement, ne consiste pas du tout à permettre à ces pays d'apprendre à pêcher par eux-mêmes, à produire leur propre énergie. Deuxièmement, elle doit rester effectivement pour les partages sur les valeurs. Mais attendez, les valeurs, c'est pas si simple. Quel est le bon système politique qui permette à un pays comme le Niger, aussi divers dans ses tribus, dans ses langues, etc. Ce n'est certainement pas le système politique français. Donc la France doit rester pour être à l'écoute, parce que c'est un mal profond dans l'ensemble de l'Afrique. Les frontières qu'elle a laissées en héritage colonial ne sont pas politiquement viables. Et le troisième point, Jean-Joseph, le troisième point, ouais. Bien sûr, le troisième point, c'est que la France doit rester attentive à la demande de partenariat des autorités locales et non pas imposer son partenariat. Ce que vous avez dit sur l'Allemagne est très intéressant. Mes amis allemands détestent la France, enfin il faut le dire quand même. Mon co-auteur travaille aujourd'hui à Berlin pour conseiller le gouvernement allemand. Pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement allemand pense que la France n'est intéressée que par son précaré. Elle ne veut pas en réalité donner à l'Allemagne. C'est un peu le cas de chacun, les Allemands aussi. Bon, a priori on s'aime bien quand même. Bon, alors effectivement, merci pour ces 3 points. Réaction. Allez, 0826 300 300, le standard vous attend avec Zach, évidemment, le standard de Sud Radio, toujours au rendez-vous. Et Renaud, vous êtes toujours là avec nous aussi. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça vous invoque, qu'est-ce que ça vous évoque plutôt, tout ce que vous venez d'entendre? Il y a pas mal d'infos qu'on a eues là, Renaud. Non, mais moi, je pense qu'effectivement, il y a un vrai problème là-bas et que la France doit rester, oui, évidemment, mais il faut qu'on redessine les règles du jeu et qu'on parle aujourd'hui d'une vraie coopération et qui est une véritable souveraineté pour ces pays d'Afrique de l'Ouest. Un échange constructif, en fait. Oui, bien sûr. Moi, je constate qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la France. La CEDEAO aussi menace de faire des sanctions. Donc, on voit bien que les choses sont en train de bouger. Je pense qu'effectivement, ils sont en train de se tromper en s'alliant à Wagner. Ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, je pense que l'erreur qu'ils font, c'est qu'en s'alliant à Wagner, en fait, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils reprochent à la France, c'est ce qui va leur arriver en s'alliant à Wagner. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais oui, effectivement, il faut qu'on redessine toutes les règles du jeu. Il faut qu'on remette ça de manière carrée. Et il y a quand même une chose, c'est que ces pays d'Afrique de l'Ouest réclament depuis un moment l'arrêt du CFA. Déjà, le franc, en fait, la monnaie. Voilà. Oui, commençons déjà par ça, et ensuite voyons avec eux ce qu'il est possible de faire et de les voir comme des partenaires. Merci, je dis bien des partenaires, pas colonisateurs. Oui, des partenaires Mehdi Saïdi, on va vous donner le mot de la fin. Allez-y.
Je pense qu'il faut réinventer la relation Afrique-France, en prenant en compte que l'Afrique a changé. L'Afrique d'aujourd'hui, c'est pas celle de nos parents. On a beaucoup d'intellectuels, on a des gens qui ont voyagé, qui ont une vision de ce que doit être une relation avec l'Afrique et l'Occident. Ça doit être un partenariat, donnant-donnant, gagnant-gagnant évidemment, parce qu'on a tous des intérêts. Et je pense que dès lors on aura cette maturité d'esprit de part et d'autre, on pourra peut-être aspirer à une nouvelle relation entre l'Afrique, la France, voire l'Afrique et l'Europe, et voire même l'ensemble de l'Occident.